Alors, je vous propose de commencer. Donc, je suis Sébastien Maury, je suis responsable du service d'hémato à Mont-d'Or à Créteil. Et donc, vous êtes 7 ou 8 là, ce qui correspond à une promo de phase socle, si j'ai bien tout compris. Et je vous propose de prendre une heure pour parler de notions assez fondamentales, dans le sens, pas fondamentales dans le sens biologie fondamentale, autour de la leucémie aiguë lymphoblastique. Je voudrais essayer de vous donner une vision un peu avec de la perspective sur l'évolution des traitements ces dernières années. Donc quelque chose qui est centré beaucoup sur la thérapeutique, mais au cours duquel on abordera les éléments de définition, les éléments de facteurs pronostiques, et l'évolution des résultats thérapeutiques au fil des années récentes. Voilà, le tout sur un diaporama en anglais. Si ça vous convient, je propose qu'on commence. Ok. Et alors, si vous avez des questions en cours de route, c'est des diapos qui sont pas mal des résultats bruts. Vous allez voir, il y a beaucoup de courbes de survie avec différents types d'endpoints, la survie globale, survie sans événement, survie sans maladie. Voilà, donc une manière très presque statistique de présenter les résultats. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Et peut-être le moyen le plus simple, c'est de m'envoyer des petits messages par le chat que je vois sur mon écran. Voilà. Ceci étant dit, donc on s'intéresse à la LAL chez l'adulte, l'adulte jeune. Alors, la LAL, vous savez, c'est coupé en deux mondes. Il y a la LAM à chromosome Philadelphie, qui est une maladie dont le pic d'incidence est aux alentours de 65 ans. Donc, une maladie surtout du sujet âgé, mais qui existe à tous les âges de la vie, mais qui est un sujet en soi qui fait intervenir les ITK. Et donc, j'ai décidé là, pour l'heure qu'on a passé ensemble, de me focuser sur la LAL sans chromosome Philadelphie, en essayant de rentrer un peu dans les détails des aspects thérapeutiques et des facteurs pronostiques. Donc, sur l'adulte jeune, on ne va pas parler de LAL de l'enfant, bien que vous allez voir, les deux mondes s'interconnectent. Alors, sur cette première diapositive, vous avez le résumé des résultats cliniques tels qu'ils étaient rapportés par un certain nombre de groupes coopérateurs consacrés à cette pathologie à travers le monde. Donc, des groupes nord-américains, des groupes européens. Il y avait à l'époque deux groupes français qui s'appelaient LALA et Goelal. Vous voyez les qui sont ici. Un groupe britannique, autre groupe américain. Tout ceci se situant dans des résultats rapportés au début des années 2000, donc pour vous donner un peu de perspective. Et vous voyez que toutes ces études mises sur ce tableau concernaient notre population d'intérêt, donc des adultes plutôt jeunes, aux alentours de 30 ans de médiane d'âge. Et vous voyez que, grosso modo, lorsqu'on fait la synthèse des taux de rémission obtenus à l'issue de la première cure de chimiothérapie d'induction, on se situait aux alentours de 80-90% de rémission complète. Mais que si vous regardez la survie globale, overall survival en anglais, estimée à des délais entre 3 et 9 ans suivant le diagnostic, vous voyez que les taux n'étaient pas faramineux, parce qu'on était aux alentours de 40%, 35-40% de survie en médiane à 5 ans dans cette population jeune, ce qui laisse la place à beaucoup d'améliorations, et tout ceci dans une période relativement récente, il y a une quinzaine d'années. Alors, dans ces études historiques, qui étaient les premiers essais cliniques larges consacrés à cette population-là,
la greffe allogénique en première rémission complète de la maladie, qui, vous allez le voir, est un sujet important dans cette pathologie-là. Faut-il greffer ou pas avec un donneur allogénique lorsqu'on en dispose à ces patients lorsqu'on a atteint une première rémission complète? Eh bien, cette question-là était adressée en comparant les patients qui avaient un donneur dans leur fratrie, donc un donneur HLA géno-identique, versus ceux qui n'avaient pas cette chance-là, mais qui pouvaient avoir d'autre part, de temps en temps, un donneur sur les fichiers de donneurs volontaires internationaux. Et donc, quand on faisait cette comparaison, qu'on appelle typiquement la comparaison donneur-non-donneur, les choses se dégageaient souvent en faveur du bras donneur, ce qui vous est figuré ici en termes de survie globale avec un long recul dans 2 études différentes, une étude britannique et une étude du groupe nord-européen, avec un bénéfice en termes de survie globale pour les patients qui bénéficient d'un donneur et qui, pour la majorité d'entre eux, sont allogreffés. Voilà, donc ça, c'était un des principes, vous voyez, à la fin des années 2000, quand on a un donneur géno-identique, une LAL en première émission complète d'un sujet jeune, on va à la greffe. Vous allez voir que les choses ont évolué. Autre point sur cet état de base des années 2000, des études historiques, la question a été posée de la place de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, le plus souvent de cellules souches collectées dans le sang périphérique après mobilisation. Et le message était que ce type de greffe-là n'apportait pas de bénéfices significatifs par rapport à un régime basé sur la chimiothérapie sans greffe. Vous voyez là aussi 2 expériences qui sont des courbes de survie globale comparant chimiothérapie versus autogreffe et qui montraient soit l'absence de différence entre ces 2 attitudes thérapeutiques, soit même un bénéfice du traitement par chimiothérapie seul versus l'autogreffe, ces patients-là ayant des autogreffes souvent compliquées, donc rattachés à un certain niveau de morbidité. Voilà. Alors, sur ce socle-là, qui est celui du début des années 2000, on va dire, les choses ont évolué au travers notamment d'une population particulière qui étaient les plus jeunes de ces adultes-là. Ce qu'on a appelé les adolescents et jeunes adultes, AJA en français, AYA en anglais. Et le démarrage de la réflexion a consisté à s'intéresser à cette population des 15-20 ans, 15-25 ans, les fameux AJA, et en comparant le devenir de ces patients en fonction du traitement qu'ils recevaient. Et en gros, comme vous avez peut-être déjà constaté, ces patients-là, de manière assez aléatoire, en fonction de la conformation des services dans les différentes villes, peuvent atterrir dans un service adulte ou dans un service pédiatrique qui prend des adolescents, jeunes adultes. Et lorsqu'ils arrivent dans un service adulte, lorsqu'ils arrivaient dans un service adulte au moment où ces études ont été faites, ils étaient traités avec des régimes de chimiothérapie d'adultes. Lorsqu'ils arrivaient dans des services pédiatriques, ils étaient traités avec des régimes de chimiothérapie pédiatrique, beaucoup plus doses intensifs, c'est-à-dire dans lesquels les doses de chimiothérapie sont plus importantes et surtout plus rapprochées dans le temps
et font l'utilisation de drogues qui, jusqu'à cette époque-là, n'étaient pas utilisées chez l'adulte, comme par exemple l'asparaginase. Et donc, il y a eu un mouvement qui a été assez contemporain dans différentes parties du monde, de faire cette comparaison-là, c'est-à-dire une même population de jeunes adultes, adolescents, jeunes adultes, quel est leur devenir s'ils ont des régimes pédiatriques ou s'ils sont traités selon des régimes adultes. Et vous voyez sur cette diapositive-là, bon, il n'y avait pas un impact franc sur l'obtention de la rémission complète, mais par contre, en ce qui concerne la survie sans événement, alors si vous ne savez pas ce que c'est la survie sans événement, vous me le dites dans le chat, eh bien, se dégageait de manière systématique, oui, systématique pour ces 5 études-là, un bénéfice franc, où on gagnait de l'ordre de 20%, parfois même plus, en survie sans événement, avec un relatif recul lorsque les patients étaient traités avec des protocoles pédiatriques. Et donc, c'est à partir de cette comparaison-là que se sont développés des régimes à destination des adultes, mais d'inspiration pédiatrique, essayant de tirer profit de l'ensemble des drogues utilisées par les pédiatres et de la dose intensité qu'ils avaient mis en place pour leurs patients. Alors, sur cette diapositive, vous êtes illustré cette comparaison pour le groupe français. C'est Nicolas Boissel qui avait fait cette comparaison à l'époque. Et vous voyez il s'était intéressé à 177 de ces jeunes de 15-20 ans, dont une grosse moitié avait été traitée selon un régime adulte et une petite moitié selon un régime pédiatrique. C'était le protocole FRAL 93. Et vous voyez que quel que soit l'endpoint qu'on analysait, c'est-à-dire la survie sans événement ou la survie globale, eh bien, il y avait un bénéfice tout à fait franc en faveur du protocole pédiatrique, à tel point que lorsqu'on a analysé de manière multivariée l'ensemble des paramètres pronostiques qui étaient prédictifs d'un devenir favorable, eh bien, ressortait le chiffre de leucocytes au diagnostic, qui est un facteur pronostique systématiquement retrouvé. Et le deuxième facteur qui ressortait, c'était cette allocation vers un traitement pédiatrique versus un traitement adulte. Alors, pour répondre à la question de iPad, la survie sans progression. Alors, la question est, pouvez-vous réexpliquer la différence entre survie sans événement et survie sans progression? Alors, survie sans progression, dans le cadre de la leucémie, on ne l'utilise pas trop, la survie sans progression. En général, c'est survie sans maladie ou disease-free survival. Ça veut dire que c'est une analyse qui démarre à partir du moment où les patients sont en rémission complète et le temps s'écoule et l'événement est constitué soit par la rechute, soit par le décès. La survie sans événement, dans la leucémie aiguë, en général, ce n'est pas ça. C'est une analyse qui démarre au moment du diagnostic. Et l'événement, le plus classique. Alors d'abord, la survie sans événement, elle est définie par ce qu'on dit considérer comme un événement. Donc quand on fait une analyse de survie sans événement, on doit dire dans les matériels et méthodes quels sont les événements qu'on considère. Mais de manière souvent non dite et souvent implicite, les événements qui sont pris en compte pour des patients leucémiques, c'est l'absence de rémission complète à l'issue de l'induction, premier événement, la rechute lorsqu'on a atteint une rémission complète, et bien sûr le décès parce que c'est de la survie. Donc, il y aura un type d'événement. D'abord, le point de départ de l'analyse ne sera pas le même que la survie sans maladie. Et d'autre part, le caractère dans la survie sans événement, ça
incorpore en plus l'absence, le caractère chimio-réfractaire de la maladie. Voilà. C'est pour ça que c'est un élément, un endpoint qu'on aime bien dans la leucémie, parce qu'il incorpore à la fois le caractère chimio-réfractaire initial et à la fois le caractère rechutant de la maladie. J'espère que c'est clair. Alors, c'est sur cette base-là de comparaison, voilà, les protocoles pédiatriques, protocoles adultes, que se sont construits de manière encore une fois contemporaine dans les différents endroits du monde, les protocoles à destination des adultes d'inspiration pédiatrique. Et vous est figuré sur cette diapositive celui qu'a concocté le groupe coopératif français qui s'est appelé à cette époque-là le GRAL, pour Group of Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia, qui se lit de haut en bas et dont vous voyez que... alors, j'essaye de vous pointer ce qui est d'inspiration pédiatrique là-dedans. Premier élément, il y a ce qu'on appelle la préphase de corticoïdes, qui est on va dire une semaine, parfois une grosse semaine, pendant lesquelles les patients ne reçoivent que de la corticothérapie systémique, ce qui a l'avantage de commencer à réduire la masse tumorale pour les maladies corticosensibles, ce qui est quand même la majorité des cas, et ceci sans forcément induire des syndromes de Lys trop importants. Voilà. Donc, si on combinait la corticothérapie et la chimiothérapie d'emblée, la Lys serait plus forte d'emblée. Voilà. Donc, premier avantage, cette préface corticothérapie, commencer tranquille, tout en ayant un effet assez clair. Un patient peut arriver avec 250 000 blasts dans le sang périphérique et à J7 de corticoïdes, ne plus avoir de blast du tout. Voilà. Et alors, deuxième élément aussi, qu'utilisaient et utilisent encore les pédiatres, je crois, c'est l'analyse de la corticosensibilité. C'est-à-dire, est-ce que les corticoïdes en soi sont capables de réduire la blastose dans le sang périphérique. Et cette corticosensibilité, donc analysée indépendamment de toute sensibilité à d'autres drogues antitumorales, puisque seuls les corticoïdes étaient administrés, constituait un facteur pronostic, en ce sens que la minorité de cas cortico-réfractaires, c'est-à-dire chez lesquels, au bout de au moins une semaine de corticoïdes, il restait des blasts lymphoïdes dans le sang périphérique. Bon, après, chacun avait ses seuils, peu importe, mais l'idée est celle-là. Eh bien, ça constituait un facteur de mauvais pronostic. Et ça permettait de prendre des décisions thérapeutiques tenant compte de ce facteur-là. Voilà, premier élément d'inspiration pédiatrique, la préface corticoïde. Deuxième élément, c'est la partie qui suit ici, là, qui est une induction dose intensive à 5 drogues. Donc, tout ça se passe sur 4 semaines de traitement, où les patients sont hospitalisés en aplasie, souvent dans des conditions de protection importantes, et où on combine toutes les drogues auxquelles les maladies lymphoïdes sont sensibles, c'est-à-dire les anthracyclines, en l'occurrence la daunorubicine dans ce cas-là, les alcaloïdes de Pervenche, la vincristine, les stéroïdes qui restent en place, l'endoxan, la cyclophosphamide, administré sous un schéma de bolus qu'on appelle hyper-C, c'est-à-dire hyper-endoxan, hyper-cyclophosphamide, c'est-à-dire des bolus 2 fois par jour pendant plusieurs jours successifs. Et l'introduction de cette drogue qui n'était pas utilisée auparavant chez l'adulte, mais chez l'enfant, qui est la fameuse asparaginase, c'est-à-dire cette enzyme lytique pour l'asparagine d'extraction bactérienne
médicament qui s'appelle la kidronase et qui est, du fait de son extraction bactérienne, sujette à des accidents anaphylactiques et à des phénomènes d'immunisation qui ne sont pas rares. Voilà, donc deuxième élément d'inspiration pédiatrique, induction à 5 drogues bien tassées. Troisième élément d'inspiration pédiatrique, des cures de consolidation administrées, donc ici normalement au moment de MRD1, c'est-à-dire le moment où on analyse la maladie résiduelle, on va y revenir, c'est la définition de la première rémission complète ou de l'échec d'induction. C'est à ce moment-là qu'on refait 1 mg pour déterminer la rémission. Une fois que le patient est en rémission, il rentre chez lui 15 jours pour se retaper un peu, et puis il revient pour les cures de consolidation qui sont administrées sous la forme de blocs, qui sont gérés le plus souvent de manière ambulatoire. Les gens viennent pour recevoir leur chimiothérapie sur 2-3 jours, et puis ils rentrent chez eux. Et ces blocs, on rejoint la dose intensité pédiatrique, sont administrés à date fixe, tous les 15 jours, sans attendre que l'hématopoïèse récupère. Ce qui veut dire que pour ce premier bloc basé sur l'aracitine, HDAC, ça veut dire High Dose Aracitine, qui sont des bolus d'aracitine à forte dose, combinés avec des corticoïdes de la dexaméthasone et de l'asparaginase. C'est aplasiant. Donc à J10, les patients sont en aplasie. Ils sont sous GCSF. Et on n'attend pas que le patient sorte d'aplasie avant d'administrer le bloc suivant à J15, donc du précédent, basé celui-ci, le deuxième, sur HD-MTX, des fortes doses de méthotrexate, un antimétabolite, combiné à la vincristine et l'asparaginase. Et pareil, 15 jours plus tard, arrive une troisième drogue, qui est le landoxan à forte dose, lui aussi combiné à des médicaments administrés de manière moins franche. Donc, vous voyez qu'en un mois, les patients ont reçu 3 blocs de chimiothérapie, chacun basé sur une drogue administrée à forte dose, en faisant valser les différentes drogues à tropisme lymphoïde, les unes après les autres. Et en général, les patients sont en aplasie du début jusqu'à la fin. À l'issue de ces 3 blocs, est de nouveau analysée la maladie résiduelle dans la moelle osseuse. Et la suite du schéma se produit en répétant ces mêmes 3 blocs de consolidation. Donc là aussi, quelque chose d'assez dose intensif dans le temps. Excusez-moi, une seconde. Oui. Ouais. Ouais, mais là, je suis en train de faire un cours. Elle rappelle demain, elle appelle ma secrétaire. Merci. Excusez-moi. On va éteindre ça. Troisième point d'inspiration pédiatrique, qui est cette troisième phase dite d'intensification retardée, qui n'est ni plus ni moins qu'une récapitulation de l'induction à 5 drogues. Donc ça veut dire que les patients qui sont redevenus ambulatoires pendant ces 2 mois-là reviennent en hospitalisation, souvent en secteur stérile, pour cette réinduction ou intensification retardée, c'est la même chose. Donc ça aussi, ça venait de l'inspiration pédiatrique. Et puis enfin, le schéma se complétait par de nouveau
une série de 3 blocs de consolidation, exactement les mêmes qu'au-dessus. Puis, un traitement dit de maintenance, qui lui aussi est d'inspiration pédiatrique, mais ça, les médecins adultes l'utilisaient déjà avant. Les résultats que je vous ai montrés, les résultats historiques que je vous ai montrés au tout début, tenaient compte de ce type de maintenance. Traitement de maintenance qui repose sur une chimiothérapie orale, associant le purinétol, un antimétabolite, et le méthotrexate par voie orale. Traitement dont il faut apprendre à manier, parce qu'il peut avoir une certaine toxicité à la fois sur le plan hématopoïétique et à la fois sur le plan hépatique, en particulier sur ce qui concerne le méthotrexate, et qui a une espèce de compromis à trouver entre une certaine pression de ces médicaments sur l'hématopoïèse et sur le foie, qui sont d'abord un marqueur que le patient prend bien le traitement et que la dose est adaptée, sans verser dans de la toxicité trop importante. Voilà, donc, vous croiserez ça dans les services, il y a des ABAC. Bon, ce n'est pas des patients que voient beaucoup les internes en début de cursus, parce qu'en général, à ce moment-là, ils sont retournés en consultation. Mais il y a des ABAC où, par exemple, on vise un chiffre de globules blancs entre 2500 et 4000, ce qui prouve qu'on a une pression sur l'hématopoïèse minimale et que ce n'est pas trop toxique. Quelqu'un qui prend un traitement de maintenance comme ça et qui a un hémogramme strictement normal et un bilan hépatique strictement normal, c'est soit qu'il ne prend pas le traitement, soit que le traitement est sous-dosé. Voilà. Et donc ça, c'est pendant 2 ans. Et de plus, pendant la première de ces 2 années de traitement d'entretien ou de maintenance, c'est la même, ça veut dire la même chose, il y a des injections de vincristine en IVD 1 fois par mois, qui en général est bien tolérée. Il y a quelques patients qui, après toute la vincristine qu'ils ont reçue, finissent par avoir une certaine toxicité neurologique, soit dans les membres inférieurs, soit sur le plan digestif, et auquel cas, la vincristine est changée pour de la vindésine, qui est de la même famille, mais qui est moins neurotoxique. Voilà, donc vous avez là le schéma de traitement. Il a guère changé depuis. On va voir qu'il a changé un peu, mais le principe reste le même. Et somme toute, ça fait du temps, hein, parce que donc il y a 2 ans de maintenance, et là, il y a bien 6 mois de traitement. Donc ça fait 2 ans et demi. Il y a 6 mois très intensifs, et après 2 ans de traitement de maintenance. Voilà, alors, dans les quelques diapos qui viennent, je vais vous montrer les résultats obtenus selon ce protocole de traitement qu'on vient juste de regarder. Un protocole qui a débuté au milieu des années 2000, un peu après. Et on va voir donc le gros des résultats et les leçons qu'on a pu en tirer pour adapter le protocole qui court actuellement, selon lequel les patients sont encore traités dans le présent. Donc là, je vais vous montrer une analyse des près de 1000 patients âgés entre 15 et 60 ans, donc des adultes jeunes, ayant une LAL sans le chromosome Philadelphie et ayant, vous voyez, une médiane d'âge de 35 ans, avec une répartition de 2 tiers, 1 tiers, qui est toujours celle-là, entre des maladies de la lignée B et des maladies de la lignée T. Alors, dans ce protocole, il y avait un certain nombre de facteurs qui permettaient de classer les maladies en 2 groupes de risques, le risque standard et le groupe de haut risque. On va revenir sur la définition de ces facteurs. Mais en gros, 2 tiers des patients étaient classifiés de haut risque, le tiers restant étant de risque standard. Et vous voyez que sur ces près de 1000 patients, un gros tiers
était allogreffé en première émission complète. On va revenir aussi à cette allogreffe. L'analyse que je vous montre ici, il faudrait que je mette à jour ces diapos parce que le suivi médian s'est allongé depuis, mais là, comporter un suivi médian de 4 ans, ce qui est suffisant pour se faire une idée. On va revenir sur les questions de MRD plus tard, Quang ou Pham. Alors ça, c'est la survie globale de l'ensemble de cette cohorte de 955 patients. Avec, vous voyez, une probabilité de survie globale estimée à 57% à 5 ans, ce qui est en gros 15% de mieux que ce que je vous ai montré au début sur l'ensemble des séries mondiales, où on était entre 35 et 45% de survie à long terme. Donc, premier message, cette première application de chimiothérapie d'inspiration pédiatrique à ce groupe de patients-là a permis un gain en devenir assez significatif d'une quinzaine de pourcents dans cette population-là. Le taux de rémission complète était de plus de 90%. Alors, revenons sur la définition des facteurs de risque qui étaient utilisés à ce moment-là. Vous en avez la liste ici, élargie pour avoir un listing complet des facteurs de risque identifiés dans ce type de pathologie. Alors, l'âge, bien sûr, dans un protocole comme celui-là, n'était pas utilisé comme facteur pronostic aboutissant à des décisions thérapeutiques, puisque rentrait dans le protocole des gens entre 15 et 60 ans, on ne faisait pas de distinction qu'on ait 15, 30 ou 60 ans. Mais d'une manière générale, chez l'adulte, l'âge est un facteur pronostic de devenir, essentiellement par le biais de la toxicité des traitements qui s'élève chez les patients les plus âgés. Je parle pour des LAL sans le chromosome Philadelphie, qui est une autre question, et qui concerne des patients plus âgés. Voilà, les autres facteurs qui étaient pris en compte, bon, l'état général aussi est un facteur qui ressort souvent dans les études cliniques. Les autres facteurs qui étaient pris en compte dans ce protocole-là étaient la leucocytose au démarrage. Ce n'est pas pareil un malade qui a une LAL lignée B qui arrive avec 10 000 blancs qu'un malade qui arrive avec 250 000 blancs. Le second est plus grave, il y a un marqueur de prolifération franc. Deuxième facteur, l'atteinte du système nerveux central, qui peut se définir de différentes manières, soit clinique, il y a une houppe du menton, il y a un déficit focal, voilà. Ou biologique, sans qu'il y ait de signes cliniques, c'est-à-dire la présence de blasts dans le liquide céphalorachidien, ou les deux. En général, quand c'est clinique, c'est biologique aussi. Ce qui arrive souvent, c'est que ce soit biologique sans qu'il y ait de manifestation clinique. Donc, ces patients-là ont systématiquement des ponctions lombaires à visée diagnostique, même s'il n'y a aucune clinique neurologique, et aussi à visée thérapeutique. C'est ce qu'on appelle la chimioprophylaxie intratécale. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'atteinte ni clinique ni biologique neurologique, eh bien, on injecte de la chimiothérapie et des stéroïdes dans le LCR à visée prophylactique au fil du traitement. Il y a une dizaine de PL, de ponctions lombaires, qui sont faites au fil des 6 premiers mois intensifs qu'on a regardé tout à l'heure. Donc, deuxième facteur. Troisième facteur, des facteurs de phénotypiques, qui sont des facteurs assez peu puissants en termes d'impact pronostic. Des formes immatures dans la lignée B. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que l'expression du CD20 dans la lignée B était aussi un facteur péjoratif. Ensuite, des facteurs cytogénétiques. En dehors du chromosome Philadelphie, qui est encore une fois une question à part, les deux remaniements péjoratifs dans la LL sont le remaniement de MLL 11q23 avec le gène KMT2A, avec le AF4, donc c'est la translocation 4-11,
qui donne lieu à des formes très immatures de LAL. Et la deuxième translocation, 1,19, qui est elle aussi récurrente et qui correspond à un équivalent moléculaire qui s'appelle E2A PBX. Là, il existe aussi des anomalies de ploïdie qui sont identifiées sur le karyotype, qui ont un impact péjoratif, en particulier quand il y a une grande hypoploïdie. Et puis, à côté de ces facteurs-là qui sont définis au diagnostic, des facteurs pronostiques qui sont définis au fil du temps et qui sont liés à la réponse au traitement et qui... le premier, c'est cette fameuse sensibilité à la préphase de corticoïdes qu'on évoquait tout à l'heure. Lorsqu'on n'est pas corticosensible, c'est péjoratif. Un deuxième facteur est une analyse de ce qu'on appelle la chimiosensibilité, qui est une manière précoce de voir l'effet de la chimiothérapie sur les blastes médulaires, et qui consiste à prélever un myélogramme 8 jours après le démarrage de la chimiothérapie véritable, c'est-à-dire en gros 15 jours après le démarrage des stéroïdes, et à voir si, à cette date-là, il persiste ou pas des cellules blastiques dans la moelle. Si c'est le cas, on parle de chimiorésistance. Bon, à dire entre guillemets. La vraie chimiorésistance étant celle qui est définie au moment du myélogramme de rémission complète, qui est effectuée entre 4 et 6 semaines après le début de l'induction, qui permet de voir si le patient est en rémission complète ou si au contraire il est réfractaire à la chimiothérapie. Cette définition précoce là, de la chimiorésistance ou de la chimiosensibilité sur ce myélogramme de J8 a pour but d'essayer d'anticiper un petit peu les choses et de repérer le plus tôt possible les patients qui ont des facteurs défavorables, notamment pour anticiper les phases thérapeutiques après qui vont se déclencher, et en particulier l'identification d'un donneur pour la greffe. Alors, sur cette diapositive, vous sont indiqués l'utilisation des facteurs de risque historiques ou conventionnels en fonction des différents protocoles mondiaux qui sont chacune des colonnes. Donc ici, vous avez le groupe français. Donc, vous voyez en rouge l'ensemble des facteurs qui étaient utilisés pour la stratification pronostique, qui sont ceux qu'on vient de lister. Et bon, alors là, il y a des groupes du monde entier. Hein. Le message qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est qu'il y a des facteurs qui sont consensuels, utilisés par tout le monde, genre la leucocytose dans la lignée B en particulier. Sauf que les maladies de la lignée T sont très souvent hyperleucocytées. Donc l'hyperleucocytose dans la lignée T a une puissance pronostique qui est beaucoup moins forte que dans la lignée B. Donc vous voyez par exemple, dans la lignée T, le groupe français n'utilisait pas ce marqueur comme facteur pronostique. Donc il y a des facteurs consensuels utilisés par tout le monde, et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, l'atteinte du système nerveux central. Historiquement, en France, on l'a utilisé jusqu'à il y a très longtemps comme un facteur de mauvais pronostic. Tous les patients qui avaient une atteinte du système nerveux central étaient dirigés vers l'allogreffe en première émission complète, alors que les petits copains, voisins, n'utilisaient pas ce facteur-là. À vrai dire, aujourd'hui, le groupe français s'est rangé à l'attitude générale et cette atteinte du système nerveux central n'est plus un facteur de sévérité qui décide en particulier pour de l'allogreffe en première émission complète. Alors, quand on analyse le devenir de ces 955 patients là qu'on regarde depuis quelques minutes, on se rendait compte que l'utilisation de ces facteurs de risque historiques restait pertinente, en particulier pour le devenir, pour le pronostic tumoral. Et la manière dont c'est traduit sur cette diapositive, ce sont des courbes qui montrent l'incidence cumulative de rechute au fil du temps. Donc, c'est une courbe qui démarre au moment où les patients sont en rémission complète
c'est 90% des patients. Et dès qu'il y a un patient qui rechute, ça constitue un événement sur la courbe. Et vous voyez que lorsqu'on ségrégeait ces deux groupes de patients à risque soit standard, soit de haut risque, avec les facteurs qu'on vient d'évoquer, eh bien, on discernait encore, même avec l'introduction de cette chimiothérapie d'inspiration pédiatrique, cette nouvelle modalité de traitement, des devenirs en termes d'incidence de rechute qui étaient significativement différents. Le groupe de haut risque ayant une incidence de rechute de l'ordre de 40% aux alentours de 4-5 ans, alors qu'on est aux alentours de 25% pour les groupes de risque standard. Je vous rappelle que la répartition est de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de haut risque, 1 tiers de risque standard. Et ceci, cette augmentation de l'incidence de rechute se traduisait par une différence, elle aussi significative, en termes de survie sans rechute ou survie sans maladie. C'est la même chose, c'est ce qui est figuré ici. Vous voyez que le groupe à risque standard a une survie sans rechute de la maladie de l'ordre de 2 tiers d'entre eux, alors que ça correspond à seulement 50% des patients pour les 2 tiers de patients qui ont une maladie de haut risque. Dit autrement, lorsque vous avez une LAL de haut risque, vous avez 1,8 fois plus de malchance, soit de rechuter, soit de mourir dans les suites de la rémission complète que le groupe de risque standard. Donc, globalement, ces chimiothérapies d'inspiration pédiatrique changent un peu la donne en termes de survie, ne modifient pas drastiquement la définition des groupes de risque, même si on va voir que de nouveaux paramètres ont été introduits. Quelques limitations quand même sur l'utilisation de cela, et en particulier liées à la tolérance. Ce qui vous est illustré sur les courbes que vous voyez là, où est analysée la survie globale, overall survival, au fil du temps, sur les 5 années qui suivent le diagnostic, en fonction de la tranche d'âge des patients au moment où le diagnostic est effectué. Et vous voyez, en bleu sont les 15-25 ans. Donc ça, tout risque confondu, hein. C'est juste l'âge. En orange, les 25-45 ans, pas très différents des plus jeunes. Par contre, au-delà de 45 ans, ça se détache. Et on est presque 20% en dessous en termes de survie globale. Donc, il y a un phénomène qui se passe au-delà de 45 ans qui fait que les résultats sont franchement moindres. Ça, vous voyez que lorsqu'on analyse l'incidence de rechute de la maladie, il n'y a pas de différence entre ces 3 tranches d'âge-là. En particulier, le groupe des plus de 45 ans n'a pas une incidence de rechute de la maladie plus significativement différente des groupes plus jeunes. Et c'est donc bien en termes de tolérance des traitements que les choses se jouent. Ce qui vous est illustré ici via l'analyse de la mortalité non liée à la rechute, qui est en fait une mortalité toxique, liée au traitement, liée aux toxicités d'organes, liée aux infections en premier lieu, dans les phases d'aplasie. Et donc vous voyez que on voit la même image que pour la survie sans rechute, c'est-à-dire que le groupe de 45 se détache des 2 autres groupes plus jeunes, avec une incidence de mortalité non liée à la rechute qui est significativement importante, qui est le double lorsqu'on se situe à 5 ans, et qui est significative, parce que 19% des patients qui, au fil du temps, meurent alors qu'ils restent en rémission de la pathologie.
C'est des décès toxiques, iatrogènes, pourrait-on dire. Et donc, vous verrez que ceci a conduit à des adaptations de ce traitement, le message étant que l'inspiration pédiatrique, c'est très bien, mais au-delà de 45 ans, on n'est plus du tout un enfant et que donc il y a des compromis à trouver. Voilà. Ceci vous redit en anglais ce qu'on vient de dire en français. Alors, les adaptations sur cette tranche d'âge des 45-60 ans, elles sont listées ici. Il y avait beaucoup d'épisodes infectieux graves, en particulier avec des bactéries à gram négatif et des levures pendant la phase d'induction d'induction et d'intensification retardée, qui sont les mêmes schémas de chimiothérapie, qui étaient très riches en stéroïdes. Et donc, chez les plus de 45 ans, l'exposition aux stéroïdes a été diminuée. Ainsi que la dose intensité des anthracyclines et de l'asparaginase pendant ces mêmes phases de traitement. L'asparaginase, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. C'est une drogue donc, qui, on l'a dit, est assez allergisante, avec des phénomènes d'immunisation aussi qui réduisent son activité. Donc, tout ça est lié à son extraction bactérienne. C'est aussi un médicament qui a une toxicité hépatique, une toxicité pancréatique non négligeable et qui impacte sur l'hémostase. Parce que quand on lise l'asparagine, on gêne la fabrication de l'hémostase, des facteurs d'hémostase, à la fois des facteurs hémostatiques et à la fois des facteurs anti-hémostatiques, comme l'antithrombine 3. Et donc, il y a des phénomènes de thrombose et des phénomènes de saignement qui peuvent survenir sur ce traitement. Et tout ceci conduit à un monitoring assez précis des facteurs à la fois d'hémostase et pro-hémorragie pas, avec des supplémentations en antithrombine 3 en particulier lorsque celle-ci est déficitaire. Outre ces adaptations-là, donc des phases d'interphase, donc on introduisait pour les plus de 45 ans la possibilité de faire des petits traitements d'attente pour des patients qui avaient des toxicités importantes, pour qu'ils aient le temps un peu de se retaper, sans enchaîner forcément systématiquement sur des phases intensives qui pourraient les refaire plonger. Voilà. Donc la dose intensité était un peu assouplie, voilà, avec des traitements moins intensifs, qu'on appelle des traitements d'intente ou des traitements d'interphase. Pareil, la dose intensité des blocs de méthotrexate haute dose était diminuée. Et puis, ça correspond aussi au moment où les greffes avec des conditionnements d'intensité réduite se sont largement développés et dont on a favorisé leur utilisation. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans l'excès de mortalité toxique au-delà de 45 ans, une partie d'entre elles survenait au décours d'une greffe allogénique qui est une thérapeutique dont vous savez qu'elle comporte une toxicité intrinsèque souvent difficilement compressible. iPad demande qu'est-ce qui justifie l'emploi de la L-ASPA dans les LAL et non dans les LAM. L'expérience. L'effet de l'ASPA est une drogue lymphoïde et est utilisée dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, puis de l'adulte. Dans la LAM, il y a eu quelques essais qui n'ont pas été probants. L'autre champ d'utilisation sont des maladies lymphoïdes lymphomateuses, en particulier des lymphomes de la sphère ORL, souvent impliquant la lignée NK. Alors,
Gros morceau, celui de la maladie résiduelle, qui est un facteur qui aujourd'hui est rentré dans la routine, mais il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Et donc, on va se concentrer un petit peu sur ce facteur pronostic-là, dont vous allez voir qu'il a maintenant supplanté quasiment tous les autres. Alors, la maladie résiduelle, un mot de définition, dans cette maladie-là, où il n'y a pas un transcrit de fusion, enfin, la plupart du temps, où il n'y a pas une mutation ponctuelle facilement quantifiable, ça repose, c'est un peu fastidieux, ça repose sur la mise en évidence d'un réarrangement clonal tumoral au sein soit des chaînes lourdes des immunoglobulines pour la lignée B, soit du TCR pour la lignée T, qui peut être simple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un réarrangement identifié ou multiple, à ce moment-là, il y en a plusieurs. Et une fois que ce réarrangement est identifié, on construit des petits primers de PCR adéquats et ceux-ci vont servir à amplifier cette zone réarrangée par PCR quantitative au fil du temps pour déterminer une quantité hypersensible de cellules tumorales, en tout cas beaucoup plus sensible qu'à l'œil du cytologiste. Voilà, donc c'est une maladie résiduelle qui n'est pas forcément super translatable d'un laboratoire à l'autre et qui, en tout cas en France, est centralisée. Il y a 4 ou 5 laboratoires sur le territoire national qui centralisent ces analyses, en tout cas pour les aspects protocolaires. Et à vrai dire, les autres labos ne sont pas super intéressés, puisque comme c'est assez fastidieux comme analyse, c'est pas plus mal que ça se fasse dans des endroits prédéterminés. Voilà, alors, ceci étant dit, ce type d'analyse, le seuil de sensibilité est aux alentours de 10-4, 10-5. Et la question a vite été de savoir quel est le bon seuil de sensibilité analysé pour déterminer un impact pronostique qui soit suffisamment élevé pour qu'il ait un sens, ce seuil, mais pas trop élevé non plus, parce que sinon, ça n'apporte pas de bénéfice par rapport à l'analyse cytologique dont la sensibilité est de l'ordre de 10.2. Le cytologiste repère un blast sur 100 cellules, ou peut-être un blast sur 500 quand ils sont très très forts. Et la manière de déterminer ce seuil a été d'analyser l'incidence de rechute en fonction des différents seuils de maladies résiduelles, analysés pour commencer au moment de la première émission complète, c'est-à-dire 4 à 6 semaines après le diagnostic. Et vous voyez que le meilleur seuil qui a été identifié était à 10.4. Et ça vous est illustré sur cette diapositive en analysant l'incidence cumulative de rechute pour des patients chez lesquels la MRD était indétectable, aucun signal d'amplification PCR, et les patients qui étaient inférieurs à 10.4 en vert, et ceux qui étaient supérieurs à 10.4 en rouge, qui se détachaient du magma précédent. Donc c'est ce seuil-là qui a été utilisé par la suite, et c'est un seuil dont on a pu confirmer à la fois dans la lignée B et à la fois dans la lignée T à droite l'impact pronostique lorsqu'il est analysé au moment de la rémission complète sur le devenir des patients. Donc vous voyez là, tout ceci, ce ne sont que des patients. Il y a du bruit. C'est Moussa. C'est Moussa Dembélé. Il fait du bruit. Moussa, coupe ton micro. Donc tous ces patients ne sont que des patients qui sont en rémission complète.
vous voyez que ceux qui ont une maladie résiduelle détectable ont une incidence de rechute qui est 3 fois celle des patients qui n'ont pas de maladie résiduelle. La différence est un peu moindre dans la lignée T, c'est le double. C'est un facteur pronostic hyper fort. Et somme toute, acquis assez rapidement au fil de l'histoire, puisque 4 à 6 semaines après le diagnostic, on en a la disponibilité. Et outre de déterminer un risque de rechute, de prédire le risque de rechute, il prédit aussi la survie globale, ce qui indique la puissance du facteur pronostic supplémentaire. Ça veut dire que non seulement les patients qui ont une maladie résiduelle ont un risque de rechute plus élevé, mais en plus, ça se traduit en une survie moins bonne, ce qui veut dire que les patients qui ont un risque de rechute plus élevé et qui rechutent ne seront pas systématiquement rattrapés par les traitements de rattrapage, avec un impact sur la survie. Et coupez vos micros, ceux qui ne l'ont pas coupé. Donc, nouveau marqueur pronostic super puissant, la maladie résiduelle sur ces réarrangements clonaux. Autre nouveauté, des nouveaux marqueurs oncogénétiques qui sont de découverte relativement récente, à la fois dans la lignée T et à la fois dans la lignée B. Ceux qui sont aujourd'hui passés dans la routine clinique vous sont figurés en gras. Ce sont des facteurs pour la lignée T de la voie de transduction Notch, Notch et FBXW7, et de la voie RAS, qui sont RAS et PT. Vous voyez que les deux premiers gènes sont mutés dans environ 2/3 des cas, alors que c'est moins fréquent pour les autres gènes. Et dans la lignée B, le facteur mutationnel le plus puissant, le plus fréquent, ce sont des délétions intragéniques au sein du gène Icaros, qui s'appelle aussi IKZF1, qui ont été d'abord décrits en pédiatrie, puis chez l'adulte, qui sont plus fréquents en pédiatrie, et qui, chez l'adulte, concernent entre un quart et un tiers des patients. Bon, il y a d'autres types de mutations sur lesquelles on n'aura pas le temps de revenir là, mais qui sont intéressantes, parce que certaines d'entre elles donnent lieu à des possibilités de thérapie ciblée. Vous allez découvrir ça au fil des patients que vous suivrez. Alors, la délétion Icaros, dans la lignée B, donc, a été analysée dans cette cohorte de près de 1000 patients dont on discute depuis le début. Et vous voyez qu'elle avait en effet un impact pronostique lorsqu'on analyse l'incidence cumulative de rechute. Les patients mutés ayant une incidence de rechute plus élevée, significativement plus élevée, 2 fois plus élevée que les patients qui ont une forme germline de ce gène-là. Et de la même manière, dans la lignée T, alors les choses sont plus compliquées parce que c'est une combinatoire à 4 gènes. Mais en gros, cette combinatoire a donné lieu à la mise en place de ce qu'on appelle un classifier, une espèce de score, qui définit 2 groupes de patients bas risque et de haut risque. Et donc le bas risque est défini par la présence de mutations dans au moins l'un de ces deux gènes, Notch et FBXW7, qui concernent, donc on l'a vu, 2/3 des patients, mais sans mutation délétère de ces deux gènes suivants, RAS et PTEN. Donc quand on est dans ce bas risque-là, la survie vous voyez, est excellente, et ça concerne la moitié des patients. Tous les autres patients qui n'ont soit pas de mutation dans cette voie de ces deux gènes-là,
ou une mutation dans RAS ou PTEN appartenant à l'autre groupe de patients de haut risque qui concerne l'autre moitié des patients. Donc ça, c'est un classifier qui est encore utilisé aujourd'hui, même s'il s'affine au fil du temps, notamment avec d'autres facteurs mutationnels. Donc, pour finir cette première partie, donc on a vu un devenir global chez les patients jeunes qui s'est amélioré, lié à ces protocoles d'inspiration pédiatrique, avec des facteurs de risque historiques qui restent pertinents, mais l'apparition de nouveaux outils biologiques, la maladie résiduelle d'une part et ses marqueurs oncogénétiques d'autre part, qui sont des facteurs prédictifs du devenir encore plus puissants et qui, on va le voir, aident notamment à la place de la greffe allogénique en première rémission complète, qui est une question centrale dans cette pathologie. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour ça, et peut-être on finira là-dessus. On ne peut pas tout voir en 1 heure, mais mieux vaut qu'on voit à fond ces questions-là, et puis vous aurez plein d'occasions ensuite de discuter des nouvelles options thérapeutiques, du blinatumomab, de l'inotuzumab. Et ça, c'est vraiment le backbone du traitement de la LAL. Donc, c'est important que vous ayez ça en tête. Donc là, on va essayer de comprendre comment on définit les patients qui ont besoin de la greffe allogénique en première émission complète. Essayez de couper vos micros, Berthe et Moussa. Et Stilphone aussi. Alors, une question qui se pose, oui, donc c'est quels sont les patients qui vont bénéficier de l'allogreffe en première émission complète? Est-ce que la maladie résiduelle peut nous aider à répondre à ces questions? Quelle est la place des greffes à conditionnement d'intensité réduite et celle des greffes avec des donneurs dits alternatifs, c'est-à-dire dont le cordon s'est usité, mais aujourd'hui les greffes haploïdentiques ou avec des donneurs mismatch. Donc, pour répondre à cette question, on va reprendre cette même cohorte de patients dont on discute depuis le départ. C'était donc ces adultes jeunes de 35 ans de médiane d'âge, ayant des maladies B ou T, et qui, pour 92% d'entre eux, étaient en rémission complète à l'issue de l'induction. Alors, dans cet essai-là, seuls les patients qualifiés de haut risque, sur la base des critères qu'on a vus au début, critères historiques ou conventionnels, étaient dirigés vers l'allogreffe en première émission complète. Et donc, sur ces 880 patients, en première émission complète, ça concernait 2 tiers d'entre eux, 522. Donc, avec une LAL de haut risque. Et vous voyez que seuls 283 de ces 522 ont effectivement été allogreffés en première émission complète. Essentiellement parce que les autres, soit avaient expérimenté une toxicité importante qui devenait trop fatigués pour être allogreffés, soit qu'on ne leur avait pas trouvé un donneur adéquat. Alors,
là, je voudrais vous transmettre une notion de méthodologie pour l'analyse de l'effet de la greffe dans ce type de population. On a vu ça au tout début. C'était présenté sous la forme d'une comparaison donneur versus non-donneur. J'entends un bruit, moi. Alors, cette comparaison donneur versus non-donneur, elle a ses avantages, c'est qu'elle est simple. Vous avez un donneur géno-identique, vous êtes greffé. Vous n'avez pas de donneur géno-identique, vous n'êtes pas. Mais elle comporte des biais. Qui sont qu'il existe des patients qui ont un donneur géno-identique, mais qui finalement ne sont pas allogreffés, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit surtout parce que leur état général n'est pas compatible avec la procédure de greffe. À l'inverse, il existe des patients qui n'ont pas de donneur géno-identique dans la fratrie, mais qui sont quand même allogreffés parce qu'on a trouvé un donneur alternatif. Donc, vous voyez que cette comparaison, elle est biaisée. De plus, il y a des biais temporels, c'est-à-dire que l'identification d'un donneur, elle se fait à un temps donné. La greffe, par définition, il faut le temps de l'organiser, et donc elle a lieu en général plusieurs semaines, plusieurs mois après l'identification d'un donneur. Et donc, pendant tout cet intervalle de temps, il peut se passer plein de choses, en particulier sur les toxicités que peut subir le patient. Ils peuvent changer son indication à la greffe, sa volonté qui peut se modifier. Donc, tout ça introduit des biais dans cette comparaison. D'où la nécessité d'utiliser des modèles statistiques qui permettent de minimiser ces biais pour avoir les idées claires sur le bénéfice que peuvent tirer les patients ou pas de l'allogreffe dans une situation précise donnée. Et c'est ce qu'est procuré par l'analyse inventée par les deux messieurs là, dont le nom est cité ici, Mantel et Bayard, qui analysent l'effet de la greffe comme une variable dépendante du temps. Au cours duquel les patients, au départ, lorsqu'ils sont rentrés dans le modèle analytique, appartiennent tous à la population des non-greffés, mais zappent dans la cohorte des patients greffés au moment précis où ils le sont effectivement, faisant fi des biais qu'on a évoqués juste à présent, qui peuvent survenir dans l'intervalle entre l'identification d'un donneur et la réalisation effective de l'allogreffe. Donc, ce modèle-là qui a été utilisé ici pour aboutir au résultat suivant. Premier résultat, lorsqu'on analyse la survie sans rechute chez l'ensemble des patients qui étaient éligibles à l'allogreffe, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au groupe de haut risque, eh bien, on ne déterminait pas de différence significative lorsqu'on comparait ceux qui étaient greffés versus ceux qui ne l'étaient pas. Et ceci était vrai, que ce soit dans la lignée B ou dans la lignée T, et que les patients aient été greffés avec un donneur géno-identique ou avec un donneur du fichier
matché sur le plan du HLA pour 10 antigènes sur 10. On l'appelle HLA 10-10. Donc ça venait remettre en cause l'indication de la greffe allogénique en première rémission complète pour toutes les LAL de haut risque, puisque ceux-ci n'avaient pas d'effet protecteur démontré, notamment sur la survenue de la rechute. Alors, ceci a été affiné en fonction des tranches d'âge. On a vu tout à l'heure que le cut-off de 45 ans était un cut-off important dans cette population-là, notamment dans la tolérance au traitement. Et vous voyez que dans cette même analyse, on ne détermine pas d'effet significatif bénéfique de l'allogreffe, défavorable, mais dans la tranche d'âge des plus jeunes ou la tranche d'âge des plus âgés, même s'il y avait un petit peu plus d'effet chez les jeunes. Mais dans les deux cas, totalement non significatif. Donc, on n'arrivait pas, avec ces facteurs pronostiques historiques, conventionnels, ceux qu'on a regardés sur la diapositive du départ, à identifier les facteurs, les patients, pardon, qui tiraient bénéfice de l'allogreffe. Et c'est là que ont été utilisés les nouveaux facteurs pronostiques qu'on a évoqués jusque-là, que sont la maladie résiduelle et les facteurs oncogénétiques. Donc, ce qui a été fait ensuite est d'analyser, sur cette première diapositive-là, le rôle de la délétion Icaros dans les maladies de la lignée B. Et donc, ce qu'on a pu identifier, c'est que pour les malades les plus graves, c'est-à-dire ceux qui ont la délétion Icaros, entre 20 et 30% des patients ayant une LAL de la lignée B, chez ceux-là, le fait d'être allogreffé en première émission complète confère un bénéfice en termes de survie sans rechute, RFS, Relapse-Free Survival, significatif, c'est la comparaison des deux courbes en très fin. Alors que pour le reste des patients, cette comparaison ne montrait pas de différence significative. Le premier élément. Dans la lignée T, cet élément-là ne ressortait pas. C'est-à-dire qu'on appartient au groupe de risque oncogénétique basé sur ce classifier de standard ou de groupe de haut risque, pas de différence d'être greffé en première émission complète ou pas. Et dernier élément, probablement le plus important, tout patient confondu, de la lignée B, de la lignée T, toutes les tranches d'âge, lorsqu'on compare les patients qui ont une maladie, qui sont en rémission complète, mais qui ont une maladie résiduelle détectable au-dessus du seuil de 10-4, eh bien, le fait d'être allogreffé en première rémission les protège de la rechute. Et cela se traduit par un bénéfice significatif en termes de survie sans rechute. Alors qu'à l'inverse, les patients qui sont en première rémission complète et ont une maladie résiduelle inférieure à ce seuil de 10-4, qu'ils soient greffés ou pas greffés, leur devenir est le même. Donc au total, ce type d'analyse, l'apparition de ces nouveaux facteurs pronostiques a permis de changer radicalement les indications d'allogreffe en première émission complète, basées essentiellement sur la maladie résiduelle et de manière moins directe, moins essentielle, sur les facteurs oncogénétiques. Donc aujourd'hui, dans les patients que vous voyez traités dans ces protocoles, ce sont encore ces facteurs-là qui permettent de faire les choix thérapeutiques importants
que nous avons à faire. Voilà. Alors, soit on s'arrête là et on répond à 2-3 questions s'il y en a, soit je vous dis 2-3 mots des nouveaux agents, mais ça peut faire aussi l'objet d'une future présentation. On a fait 1h20, donc c'est déjà pas mal à mon avis. Pas la peine d'être trop long. Alors, est-ce que vous avez des questions, jeunes gens? Oui, c'est le moment de parler. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Ouais. Désolé, c'est juste que je n'ai pas bien compris l'étude de la MRD. Donc là, on parlait chez les gens qui sont FI-. La partie où vous expliquez l'histoire du réarrangement clonal, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer comment est-ce qu'on fait exactement pour détecter cette MRD? Je n'ai pas bien compris cette partie-là. D'accord. En fait, c'est comme dans toutes les hémopathies lymphoïdes clonales. Il y a un réarrangement, soit au niveau des chaînes lourdes des immunoglobulines, dans le clone tumoral, soit au niveau du récepteur T à l'antigène dans la lignée T. Et ce réarrangement, qui est le plus souvent unique dans le clone tumoral, sert de marqueur tumoral. Une fois qu'on l'a identifié, le réarrangement, on a sa taille, on a sa séquence, et on peut se servir de cet élément nucléique pour en faire un marqueur de l'hémopathie. Exactement comme c'est le cas dans la leucémie lymphoïde chronique, par exemple, il y a des réarrangements des chaînes des immunoglobulines, et puis à l'extrême, dans les hémopathies lymphoïdes plus matures, comme le myélome, où le réarrangement conduit à la sécrétion de l'immunoglobuline entièrement. Et donc, est-ce que ça veut dire que lorsque les patients rechutent, ça peut être un clone différent du clone initial à l'origine de la maladie qui peut être en cause et donc il faudrait refaire toutes les analyses moléculaires, cytogénétiques et autres? Non, en général, quand ça rechute, c'est le même clone. Donc, de principe, en général, on fait tout pour vérifier qu'il n'y a pas des nouveaux éléments mutationnels, mais en général, c'est le même clone qui rechute. Et d'ailleurs, on se sert du suivi de cette maladie résiduelle pour prévenir la survenue de la rechute cytologique. Ok, d'accord, merci. Oui, c'est plus clair, merci. J'ai une question, excusez-moi. Ce qui est vrai pour le bénéfice en termes de rechute en cas de MRD pose avec l'allogreffe, est-ce que c'est vrai en fonction de l'âge également, notamment chez les plus de 45 ans? Oui, les courbes que je vous ai montrées là, elles étaient toutes tranches d'âge confondues. Et elles resteraient au-delà de 45 ans. Notamment parce que ces patients-là sont greffés avec des conditionnements moins intensifs. Et donc, le gain d'effet antitumoral n'est pas compensé par une augmentation de la toxicité qui ferait que l'effet s'annulerait au-delà d'une certaine tranche d'âge. D'accord, merci. Mais c'est une bonne question que tu poses. Hein. La question est toujours la même sur l'intensification thérapeutique, que ce soit avec de la chimiothérapie ou que ce soit avec l'allogreffe. Parce que l'intensité du conditionnement, c'est une chose. C'est sûr que quand on a 60 ans ou plus, on tolère mieux un conditionnement d'intensité réduite. Mais il n'y a pas que l'intensité du conditionnement, il y a tout ce qui survient après. C'est-à-dire en particulier la maladie du greffon contre l'hôte, les traitements qui s'y rattachent. Ça, c'est pareil, hein, on tolère mieux quand on a 40 ans que 60 et que 70. Donc, c'est
c'est une bonne question qu'il faut en permanence avoir à l'esprit. D'accord, merci. Juste, pardon, j'ai une question. Ouais. Sur les blocs de consolidation dont on parlait tout à l'heure, où on disait qu'on devait les enchaîner sans attendre de récupération médulaire, ça, c'est du coup quelque chose de différent par rapport à ce qu'on fait dans les LAM. On justifie ça par le fait que les pathologies lymphoïdes sont des pathologies plus agressives, ou est-ce qu'on tolère un peu plus, par exemple, chez le sujet âgé, 45 ans et plus, est-ce qu'on tolère plus de récupération médulaire entre les blocs, ou est-ce que c'est au détriment d'une perte d'intensité thérapeutique ou... Alors, l'enchaînement des cures de consolidation ne se fait pas de la même manière dans les leucémies aiguës myéloblastiques. Voilà, dans la leucémie aiguë myéloblastique, les consolidations, c'est quand même beaucoup basé avec la racitine, qui est une drogue assez aplasiante. Là, comme vous avez vu, il y a une valse des drogues. Donc, il y a un bloc d'aracitine, après un bloc de méthotrexate, après un bloc d'endoxan. Donc ça, c'est l'inspiration pédiatrique. Qu'est-ce qui justifie? C'est l'expérience. C'est la translation d'une expérience pédiatrique à une population adulte qui a donné un gain en termes de résultats, et donc on essaye de continuer à l'appliquer. Après, aujourd'hui, même les patients de plus de 45 ans, on n'attend pas leur récupération hématopoïétique pour enchaîner sur le bloc d'après. Par contre, on s'adapte à la vraie vie. C'est-à-dire que si le patient, non seulement il a une aplasie, mais en plus il a l'infection d'une neutropénique sévère, on va quand même attendre que l'infection soit au moins contrôlée avant d'enchaîner. Il y a un gap, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez vite vous en rendre compte. Il y a un gap entre ce que prévoit le protocole et puis son adaptation à la vraie vie du patient. C'est en cela que l'expérience s'acquiert, c'est-à-dire que quelqu'un qui a J15, après son premier bloc de consolidation, fait la septicémie à BGN, s'il est encore fébrile, on ne va pas lui faire la chimio tout de suite après. Ça va être un peu décalé. Voilà. Tout ce que je veux dire par là, c'est que le calendrier théorique est souvent contrarié par les événements du quotidien. Mais c'est important d'avoir en tête le rationnel de cette dose intensification et de ne pas forcément attendre que le patient soit apyrétique pendant 1 mois avant de débuter la chimiothérapie. Tout est une question d'évaluation des bénéfices et des risques, comme d'habitude. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, c'est clair, merci. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. Merci pour votre attention. Au plaisir de vous recroiser bientôt. Et si vous avez des questions, je réponds aux emails sébastien.maury@aphp.fr. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.